Moi, j'ai tiré quelques leçons de ce conseil. Lorsque le procureur de Brazzaville, le procureur général de Brazzaville, est radié pour des cas de tricherie, de vol, de corruption, tout ce que vous connaissez, ça veut dire qu'il faut remettre en cause toute la justice congolaise. Voilà pourquoi je pense que les procès de Vous avez dit Bikoko, le procureur de la République radié pour les cas de fraude, de corruption. Il s'agit de qui là? le procureur de la République, le procureur général, près voilà, du tribunal de grande instance de Brazzaville, Monsieur Oniangejo. Donc, aujourd'hui, il y a 9 magistrats qui ont été radiés pour des cas de corruption et autres. Et le président Denis Sassou Nguesso est rentré toujours dans sa logique habituelle pour raconter les faits, comment les magistrats agissent, pourquoi ils agissent. Il faut commencer avec la sanction. Mais on ne peut pas commencer avec la sanction 40 ans après. Donc, vous voyez ici que le président est en train de se moquer tout simplement de la population congolaise. Parce que lorsque le président de la République dit, là je cite ce qu'il a dit hier, le ver est dans le fruit, il faut détruire ce ver. Mais le ver aujourd'hui, c'est qui? Et lorsqu'il dit ça, il dit que le ver n'est pas seulement dans l'administration judiciaire, mais le ver se trouve dans tous les secteurs de la vie publique, dans tous les ministères. Donc le président est conscient qu'il y a le ver partout, dont le gouvernement a les verts, mais qui nomme les ministres. Ravi de vous retrouver, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans ce numéro de Droit de savoir que je vous invite à liker, à partager et à commenter si possible. Je suis Christian Perrin, si vous nous avez rejoint pour la première fois sur Telar TV. Avec moi sur ce plateau, Destin Gavet, président du mouvement républicain. Bonjour Destin et merci d'être encore avec nous sur Telar TV. Bonjour, Monsieur Christian Perrin, bonjour à tous les abonnés de Telar TV et bonjour à toute l'équipe technique qui abat un travail exceptionnel. Merci Destin Gavet, c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir sur notre plateau. Nous allons parler de votre meeting qui a été annulé par la préfecture de Brazzaville, meeting qui devrait avoir lieu le samedi dernier. Pourriez-vous nous rappeler l'objet de ce meeting? Comment entendiez-vous l'organiser et qui était invité à ce meeting? Bon, Monsieur Christian Perrin, il faut déjà dire que nous sommes dans un pays où il y a une constitution. Donc, la constitution, c'est la loi fondamentale dans tous les pays souverains. Et donc, dans cette constitution, il est écrit noir sur blanc dans l'article 27 que l'État garantit dans les conditions fixées par voilà, fixées par l'État, les libertés de rassemblement, de manifestation, voilà, et de grève, voilà. Donc, c'est dans ce volet-là, puisque nous sommes un parti politique légalement constitué, sur le récépissé numéro 002 ministère de l'Intérieur du 23 mars 2022. Et donc, nous avons jugé bon d'organiser un meeting parce que dans une démocratie, effectivement, les partis politiques doivent s'exprimer à travers des meetings, à travers des conférences de presse, à travers des déclarations. Et donc, ce meeting avait pour objet, d'une part, effectivement, de rendre hommage à Guy Brice Parfait Kolela, parce qu'il faut se rappeler que il y a 2 ans de cela, Guy Brice Parfait Kolela est décédé. Et nous avons été de ceux-là qui l'ont accompagné dans son dernier combat, dans sa dernière expérience politique, donc la présidentielle de 2021. Donc, 2 ans après, nous avons jugé bon d'organiser un meeting afin de lui rendre hommage. Mais cet hommage ne se limitait pas seulement à Guy Parfait Kolela, parce que vous savez, le mois de mars, c'était un mois sombre pour l'histoire politique de notre pays. Au mois de mars 1977, nous avons perdu un président de la République en fonction, donc en l'occurrence le président Mariam Babi. Au mois de mars, toujours cette même année, au mois de mars, nous avons perdu un président, un ancien chef d'État, donc Massamba Deba. Nous avons perdu un cardinal, le cardinal Émile Biaenda, qui reste jusqu'aujourd'hui le seul cardinal que nous avons eu au Congo. Nous avons perdu aussi un ancien chef de l'État, donc le président Joachim Yombi Opango, toujours au mois de mars. Et tout récemment, nous avons donc perdu Divis Parfait Kolela. Donc, c'était pour nous une façon de rendre hommage à ces vaillants héros
parce qu'ils ont essayé à leur époque de vouloir apporter du changement aux citoyens congolais, qui malheureusement, ceux qui sont venus après, notamment le président actuel et son système, sont venus complètement plonger le pays dans la catastrophe que nous vivons aujourd'hui. Ça, c'était le premier volet. Mais le deuxième volet, c'était le volet où nous devions nous entretenir, nous devrions passer un message à notre population, parce que la population congolaise aujourd'hui, elle est dans une misère et une précarité absolue. Et tous les scandales financiers qui ont lieu désormais dans notre pays. Et donc, le message, c'était pour dire à la population de ne pas perdre espoir et qu'ils doivent s'armer de courage. S'armer de courage parce que c'est à l'usure qu'on arrive à des grandes victoires. Et aujourd'hui, le Parti congolais du travail a démontré ses limites dans la gestion de la chose publique. Donc, nous pensons que nous qui aujourd'hui incarnons l'espoir d'une véritable alternative crédible au sommet de l'État, c'était une façon pour nous de nous adresser à nos militants, nos sympathisants, pour leur dire de s'engager, mais de s'engager d'une façon plus déterminante. Parce que vous savez, nous sommes à 3 ans d'une élection présidentielle et c'est maintenant là que nous devrons mettre toutes les chances de notre côté afin que lors des prochaines élections, que le PCT qui a démontré ses failles, ses limites, que le PCT qui ne propose absolument rien au peuple congolais en dehors du vol à répétition, que ce parti soit mis hors d'état de nuire par la voie des urnes, parce que vous savez, le pouvoir appartient au peuple et le peuple doit l'exercer. Et donc, durant les élections. Donc, c'était une façon pour nous d'animer, d'entretenir nos militants et sympathisants et surtout de les galvaniser, de leur donner un message d'espoir, de leur dire que rien n'est perdu. Rien n'est perdu parce que vous savez, chaque chose en son temps. Et aujourd'hui, au fur et à mesure, nous sentons que le PCT et ses alliés sont à bout de souffle. Donc, c'est à nous, les acteurs de l'opposition, nous qui prônons le véritable changement, d'être en face de nos militants afin de les entretenir. Et Oui, c'est mais tout à monsieur fait normal. Destin-Gavet, s'il vous plaît, C'est monsieur. je vais terminer. C'est le B à bas, c'est le B à bas de la politique. Pour un parti politique de l'opposition, c'est même ça. Le rôle d'un opposant, c'est de critiquer l'action du gouvernement et de porter des suggestions et des solutions. Donc, nous étions dans ce rôle. Voilà pourquoi nous avons bien voulu organiser ce meeting le 25 mars dernier, M. Christian Florent. Voilà, alors Destin-Gavet, je disais que pour justifier évidemment l'interdiction de votre meeting, le secrétaire général de la préfecture de Brazzaville, monsieur Oko Letio, dit disposer des éléments irréfutables qui démontrent que le meeting était susceptible non seulement d'écorner le tissu social, mais aussi et surtout de créer un trouble à l'ordre public. Alors ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on vous a notifié concrètement de quoi s'est-il agi? Quelles ont été ces preuves? Monsieur Christian Florent, vous savez, aujourd'hui, le mouvement républicain et son président subissent un acharnement incroyable de la part du pouvoir de Brazzaville. Vous vous en souvenez que j'ai été arrêté le 2 décembre dernier à Pointe-Noire, alors que j'étais dans une imprimerie en train d'imprimer des t-shirts et des casquettes pour la campagne en faveur de la libération des prisonniers politiques. Et vous avez vu, Monsieur Christian Perrin, la suite des événements. Et lors de mon audition, c'était toujours les mêmes mots, toujours les mêmes phrases, la sécurité intérieure de l'État, il faut prévenir les troubles à l'ordre public. Ça a toujours été comme ça. Et vous avez encore suivi quelques jours plus tard, le 20 décembre, lorsque j'ai organisé une conférence de presse à Brazzaville, où j'ai invité les médias de la place, les médias locaux et les médias internationaux. Mais vous avez vu qu'à l'issue de cette conférence de presse, un média, en l'occurrence Vox TV, a été suspendu. Et le motif que le Conseil supérieur de la liberté de communication a évoqué, c'était quoi? C'était toujours du trouble à l'ordre public. Et là encore, le préfet de Brazzaville vient avec les mêmes phrases, les mêmes mots du trouble à l'ordre public. Mais pourquoi on parle du trouble à l'ordre public lorsqu'il s'agit du mouvement républicain? Je me pose bien cette question. Qu'est-ce qu'on entend par trouble à l'ordre public? Parce que je ne peux pas concevoir qu'une personne qui fait les choses aux yeux au-dessus de tous, on ne fait pas les choses dans une cuisine, on fait les choses devant tout le monde, on fait appel à la presse. Mais comment on peut parler de trouble à l'ordre public auprès d'un parti politique qui prend les valeurs démocratiques?
Je vous rappelle que le mouvement républicain a participé aux élections législatives et locales de juillet dernier, où nous avons même eu des élus locaux. Alors, comment un parti qui prend la démocratie participative peut-il être un parti suspecté de troubles à l'ordre public? C'est juste un moyen, monsieur Christian Pellerin. C'est un moyen aujourd'hui qu'a le pouvoir de chercher à fragiliser l'opposition et à priver la population, sinon les acteurs politiques de l'opposition, de leurs droits les plus élémentaires. Parce que du trouble à l'ordre public aujourd'hui, ça signifie quoi? Et vous vous rappelez, il y a toujours ces mêmes phrases, ces mêmes motifs qui sont évoqués lorsqu'il s'agit des opposants. Lorsqu'on a Oui, arrêté mais le vous, à général Jean. votre niveau, monsieur Destingavet, à votre niveau, à vous, pardon, monsieur, vous allez continuer tout à l'heure, mais une question intermédiaire. Alors, monsieur Destingavet, puisque le secrétaire général de la préfecture de Brazzaville dit disposer des éléments irréfutables, c'est bien dit dans la lettre de réponse. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez demandé entrer en possession de ces éléments pour comprendre quels sont ces éléments irréfutables? C'est tout simplement une façon de chercher, de créer les brèches et de chercher des portes de sortie. Oui, effectivement, j'ai demandé au secrétaire général quels étaient ces éléments irréfutables, mais je n'ai pas eu une réponse appropriée. Il y a eu un tergiversement où on disait, vous savez, l'État a l'obligation de protéger les acteurs politiques. Parfois, ça ne peut pas venir de vous, ça peut venir d'autres personnes. Donc, je vous avoue que ce sont des arguments farfelus. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, si on va dans le deuxième volet, ils ont parlé du tissu social. Mais monsieur Christian Pellerin, lesquels aujourd'hui sont en train de mettre en péril le tissu social? Mais c'est bien évidemment le Parti congolais du travail. Quand vous voyez nos parents retraités qui n'arrivent pas à manger, qui n'arrivent pas à vivre dans des conditions décentes, alors que ceux du pouvoir, les dignitaires du pouvoir sont en train de dilapider les fonds publics. Ça, ce n'est pas mettre en péril le tissu social. Lorsque vous voyez nos étudiants aujourd'hui qui sont à travers le monde, sur le plan national, international, nous avons au Burkina Faso, au Maroc, les étudiants pleurent, même ici. Pendant ce temps, les enfants des ministres, des députés et autres vont étudier à l'extérieur, vont étudier dans les prestigieuses universités. Ça, c'est pas mettre en péril le tissu social. Lorsque vous voyez le niveau de vie aujourd'hui des Congolais, comparé aux dignitaires du pouvoir, les classiques du régime, c'est pas mettre en péril le tissu social. Lorsque vous voyez aujourd'hui les détournements des deniers publics, l'affaire du FIGA, ça, c'est pas mettre en péril le tissu social. Aujourd'hui, cette affaire a pris d'autres proportions. C'est mettre en péril le tissu social parce qu'il y a désormais du repli identitaire. Certains partisans de Mikolo font des déclarations pour la soutenir. Certains partisans de Mbouloukoué font autant. J'ai suivi une déclaration hier des jeunes des plateaux, mais c'était tellement triste. Ça m'a fait rappeler ce que disait le professeur Pascal Lissouba en son temps, que la jeunesse congolaise est aujourd'hui incapable de rivaliser en promptitude et en aptitude avec les autres. Que disait la déclaration en substance? Qu'est-ce qu'elle disait? La déclaration disait qu'il faut rétablir le DG dans ses fonctions. C'était un complot contre lui. Le chef de l'État doit ouvrir les yeux et qu'ils disent qu'ils sont les ressortissants des plateaux. Donc, vous voyez aujourd'hui, c'est le PCT qui met en danger le tissu social. C'est le PCT qui met en péril le tissu social. Et je suis peiné de constater que toutes ces autorités-là, notamment le préfet de Brazzaville, c'est un membre du PCT, mais il est censé savoir que c'est son parti politique qui met en péril le tissu social. Donc, ce n'est pas un meeting du mouvement républicain, un meeting déclaré, un meeting qui ne se fait pas en cachette, qui peut mettre en péril le tissu social. Qu'est-ce que nous devons dire là-bas qui devrait mettre en péril le tissu social? Ils ont plutôt peur de ce que nous allons dire, de lever de la conscience que nous voulons apporter à la population. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, la population est fatiguée, la population est révoltée, la population est dans une situation difficile. Et donc, nous, en tant qu'opposants, nous sommes là à rassurer la population. Voilà. Maintenant, lorsqu'on nous prête des intentions qui ne sont pas les nôtres, nous constatons par là que c'est tout simplement la violation de la Constitution. Parce qu'ici, nous sommes dans la violation même de la Constitution. Et lorsque la Constitution est violée, M. Christian Pellerin, moi, ça me chagrine le cœur. Parce que le président Sassou, aujourd'hui, qui est président de la République, était opposant dans ce pays. Parce que vous savez, c'est bien pour une personne qui n'a jamais occupé la position que vous nous occupons aujourd'hui. Mais le président Sassou, de 92 à 97, était dans la peau d'un opposant.
Et nous avons des archives à l'appui, des déclarations qui ont été faites par le président Sassou, allant dans le sens de la violation de la Constitution même. Lorsqu'on se rappelle de sa phrase où il a dit « Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent l'accepter ». Mais nous, aujourd'hui, M. Christian-Pera, nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains. Que devons-nous faire aujourd'hui face à ces cas à répétition de la violation de la Constitution? Parce que vous savez, au jour d'aujourd'hui, s'il y a un parti politique, s'il y a un régime qui n'a jamais autant violé la Constitution, c'est bien évidemment le régime de Brazzaville, le pouvoir du président Denis Sassou Nguesso. Parce que même lui-même est le premier à ne pas respecter cette Constitution-là. Il viole la Constitution. Le président Sassou n'a jamais déclaré son patrimoine depuis qu'il est aux affaires, alors que c'est écrit noir sur blanc dans notre Constitution, dans l'article 55. Le président Sassou est toujours président du PCT, contrairement à l'article 80, alinéa 2 de notre Constitution, qui dit que lorsque vous êtes président de la République, vous ne pouvez occuper une responsabilité au sein d'un parti politique. Donc, vous voyez par là que les principaux protagonistes de la violation de la Constitution, c'est bel et bien le Parti congolais du travail. Et on est curieux aujourd'hui qu'on nous prête des intentions inutiles, alors que nous sommes dans une démarche démocratique. Tout ce que nous le faisons en conformité avec la loi. Nous ne sommes jamais allés à l'encontre de la loi. Maintenant, à ce niveau-là, qu'est-ce que nous allons faire? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui. Puisque chaque fois qu'un opposant, un acteur de la société civile écrit aux autorités compétentes pour solliciter une autorisation d'organisation d'une activité politique, il y a toujours un refus qui est motivé par des arguments farfelus. À ce niveau-là, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous devons suivre le conseil du président Sassou Nguesso de 92 qui disait que les démocrates ne doivent l'accepter, ou bien nous devons aller à l'encontre de son conseil, qui serait d'ailleurs dommage, parce que le président Sassou Nguesso est quand même un gourou de la politique sur la scène continentale. Et lorsque ce dernier vous prodigue un conseil, je pense que le mieux serait de suivre ce conseil, surtout que ce conseil va dans le sens de la préservation des acquis démocratiques. Donc aujourd'hui, nous pensons que nous sommes en train de mettre en danger la paix chèrement acquise. Nous sommes en train de mettre en danger les acquis de la démocratie. Nous sommes en train de mettre en danger la cohésion sociale. Parce qu'à tout moment, lorsque vous interdisez, à un moment donné, nous allons pousser le bouchon loin, parce que nous n'allons plus accepter ça. À ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons braver les interdictions des autorités, parce que pour nous, à un moment donné, il ne faut pas nous priver de nos libertés les plus fondamentales. Donc, nous sommes face à cette situation. Évidemment, Destin Gavet, pardon, évidemment, vous avez dit, après, à un moment donné, bon, quand le vase va déborder, vous allez probablement braver ces interdictions, mais je reviens évidemment sur la réponse à la demande que vous avez faite d'autorisation du meeting, c'est que dans cette même réponse, et nous le savons d'ailleurs, à un meeting ou une manifestation interdite, combien même interdite, n'est pas un délit et tenir une telle manifestation n'est pas un délit. Tout le monde le sait. Alors, moi, je pensais que le préfet de Brazzaville, par son secrétaire général, pouvait s'arrêter à sa lettre, dire, ben, écoutez, moi, je ne donne pas l'autorisation, ça, c'est un fait, mais du côté du mouvement républicain, on pouvait se dire, ben, écoutez, autorisation ou pas, de toute façon, c'était une lettre d'information et nous, on continue avec notre manifestation. Mais là, déjà, il oppose, comme qui dirait, en fait, il profère déjà des menaces. C'est ce que j'ai semblé lire dans sa correspondance où il dit, si jamais vous insistez à tenir votre meeting, vous vous exposerez à des interpellations entendues par là, à l'arrestation, parce qu'on sait comment ça se passe au Congo-Brazzaville. Alors moi, je voulais comprendre un peu pourquoi aller jusqu'à ces menaces contre vos partisans. Bon, mais M. Christian Pera, vous savez, le mouvement républicain était un jeune parti, mais qui vient avec une nouvelle idéologie, une nouvelle façon de faire de la politique. Et vous savez aussi que nous sommes dans un pays qui est dirigé, nous sommes dans un pouvoir qui est assis sur les intimidations, la terreur, la peur vis-à-vis de la population pour résister, pour exister. Parce que le régime de Brazzaville, sans ces armes-là que je venais de citer, ils ne peuvent pas exister. Donc, ils sont obligés de prendre en otage l'administration pour effectivement faire passer le message. Mais ça ne nous inquiète plus. Ça ne nous inquiète plus, M. Christian Pera. Parce que nous savons ce que le PCT a fait dans ce pays entre 92 et 97.
Nous le savons. Nous savons ce que le PCT a fait dans ce pays entre 92 et 97. Donc, à un certain moment, nous n'allons plus céder au chantage des petites menaces. À un moment donné, nous n'allons plus obéir à des restrictions de liberté qui sont garanties dans la Constitution. À un moment donné, nous n'accepterons plus ça. Donc, pour nous, je vous ai dit que l'administration publique est prise en otage par le PCT. Et donc, tout ce qui se fait aujourd'hui, voilà, c'est dans le cadre des intimidations pour faire peur aux gens. Pourquoi ils n'ont pas parlé des organisateurs? Pourquoi ils ont parlé des militants? Pourquoi ils ont parlé des partisans? Mais ils devaient plutôt dire que les responsables de cette organisation devraient être poursuivis parce qu'ils savent que les responsables, ce sont les dirigeants du MR. Pourquoi ils n'ont pas parlé en termes de responsables? Partout dans le monde, lorsqu'il y a des interdictions, ceux qui sont en premier lieu interpellés, ce sont les organisateurs. Mais pourquoi ils n'ont pas précisé ça dans la lettre? Pourquoi ils n'ont pas cité les organisateurs? Ils ont cité les partisans. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que les partisans, lorsqu'ils vont avoir connaissance de la lettre, ils vont prendre peur des interpellations, des arrestations, voire même des tortures. Voilà pourquoi ils en parlent en termes de partisans. Parce qu'ils savent que s'ils parlent en termes de dirigeants, ça sera quand même assez visible. Parce qu'aujourd'hui, interpeller le président du mouvement républicain que je suis pour avoir organisé un meeting ou bien une organisation non autorisée, c'est une raison politique. Ça serait perçu comme une arrestation politique. Et pourquoi ne pas aller dans ce sens? Et nous avons mis en garde pour dire que la prochaine fois, nous n'accepterons pas ça. Si on nous évoque encore des raisons qui vont à l'encontre du droit, nous n'allons pas accepter cela. Et d'ailleurs, pour être dans la même lancée, nous sommes en train de préparer une correspondance que nous allons envoyer aux chancelleries qui sont ici à Brazzaville pour leur faire constater que le régime de Brazzaville est en train aujourd'hui d'enfreindre les libertés fondamentales. Et n'allons pas exclure aussi de saisir un juge administratif pour contester ces décisions injustes. Donc, nous suivons cette procédure-là pour dire que nous prenons à témoin la communauté internationale, le peuple congolais, pour dire que voilà, nous sommes des démocrates, nous voulons respecter la loi, mais nous sommes en face des personnes qui pensent qu'ils ont le monopole de la violence, qui pensent que c'est eux seulement qui sont héritiers de ce Congo, alors que le Congo appartient à tous les Congolais. Et donc, prochainement, si ces personnes-là, qui sont toujours dans une logique jusqu'au boutiste, mais à ce niveau-là, ils vont nous croiser sur leur chemin. Parce que je l'ai toujours dit, et je le redirai toujours, le PCT qui a été à l'opposition de 92 à 97 a fait des choses exceptionnelles dans le mauvais sens dans ce pays. Et le président Sassou a déjà décrété à son époque une désobéissance civile. Les barricades ont été érigées dans les rues de Brazzaville à cette époque. Il y a eu des affrontements entre les militants et autres. D'ailleurs, il avait lancé un appel solennel au président Lissouba pour lui dire que nous devrions sauver la démocratie, nous devrions sauver la Constitution. Mais je lance cet même appel aujourd'hui au président Denis Sassou Nguesso en lui disant qu'aujourd'hui, il ne faut pas mettre en péril la paix chèrement acquise, il ne faut pas mettre en péril la démocratie, l'état de droit, la cohésion sociale et autres. Donc, aujourd'hui, le président Sassou doit prendre ses responsabilités, mais dans le bon sens. Parce que vous savez, on dit souvent au Congo, toute décision au Congo vient d'en haut. Donc, c'est le président Sassou qui donne les instructions avant que les gens ne bougent. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, face aux appels que nous sommes en train de lancer sans cesse à son endroit, le président Sassou devrait, à mon sens, en sage qu'il est, par rapport à l'expérience politique qu'il a, il devrait se souvenir que lui-même était dans notre position il y a quelques années, en arrière, et qu'il devrait laisser l'opposition s'exprimer. Il y a même des lois aujourd'hui au Congo, M. Christian Perin, des lois qui garantissent le bon fonctionnement des leaders de l'opposition et leur formation politique. Il y a des lois qui sont votées dans ce pays. La loi de juillet 2017 sur l'opposition politique, c'est une loi qui a été votée majoritairement par le PCT, puisque c'est ce parti-là qui a 90% des députés et des sénateurs au niveau du Parlement. Donc, ça veut dire que lorsqu'on prend le soin de voter de telles lois, il faut aussi avoir la sagesse, l'humilité, la sincérité
de laisser les lois s'exprimer. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une restriction de la démocratie. La démocratie commence à être en péril parce que vous vous souvenez de l'organisation catastrophique des élections dernières. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans la continuité, mais nous allons de nouveau écrire parce que nous devrions être en face de nos militants. Nous devons être en face de nos sympathisants. L'essor même de la politique, c'est l'organisation de meetings. Lorsqu'on est à l'opposition, on doit s'exprimer, on doit parler. Et donc, nous allons de nouveau écrire au préfet de Brazzaville dans les jours à venir. Et à ce niveau-là, nous allons attendre. Si on nous évoque encore des arguments inutiles, si c'est un refus qui a tendance à nous priver de nos libertés, à ce niveau-là, nous allons résister. Comme l'a fait le PCT en 92, nous allons rentrer dans la résistance cette fois-ci, parce que nous nous disons que lorsque nous voulons faire les choses en démocrate, on nous pousse à la résistance. Nous résisterons comme le PCT a résisté en 92, et c'est tout à fait raisonnable dans un pays qui se dit démocratique, qu'il y ait des voix discordantes, des voix qui ne sont pas d'accord dans la façon de faire. À ce niveau-là, nous verrons où est-ce que ça va nous emmener. Vous verrez qu'est-ce que ça va donner, évidemment. Alors, mais pourquoi, selon vous, le pouvoir de Brazzaville est de plus en plus hostile aux opposants politiques congolais? Quand vous n'êtes pas emprisonné, c'est le cas, bien entendu, du général Jean-Marie Michel Mokoko et du député André Okombi Salissa. Vous-même, d'ailleurs, vous avez été enlevé il n'y a pas très longtemps, là. Vous avez purgé pratiquement une semaine à la CID. Soit vous courez les risques d'être assassiné, et nous l'avons vu en 2021, le cas bien sûr de Guy-Brice Parfait Kolela. Sinon, on vous interdit, évidemment, de tenir vos meetings. Qu'est-ce qui peut expliquer tout cela? Pourquoi cet acharnement-là? Pourquoi cette hostilité? C'est tout simplement l'échec, parce qu'ils ont constaté qu'ils ont échoué, ils n'ont plus le peuple avec eux. Le PCT sait que dans une élection crédible, transparente et équitable, ils ne peuvent pas avoir des élus dans ce pays parce qu'ils sont vomis sur l'ensemble du territoire national. Regardez au niveau où, regardez tout simplement le niveau de la tricherie, la confiscation de l'État pour des fins politiques lors des élections. Vous allez comprendre que le PCT aujourd'hui est vomi par la population. Et donc, lorsqu'on est vomi, il faut empêcher ceux-là qui ont la capacité de redonner de l'espoir à la population. C'est de ça que nous sommes victimes aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas opposés au PCT sur un combat d'hommes. Loin de là. Nous sommes des humanistes, nous sommes des humains. Nous avons énormément de respect pour la personne humaine. Mais nous sommes opposés au PCT par rapport à l'idéologie, par rapport à la gestion, qui est une gestion catastrophique et opaque de la chose publique. Et donc, eux, constatant leur échec dans tous les secteurs de la vie publique, alors qu'est-ce qu'ils sont tentés de faire? C'est de restreindre les libertés fondamentales. Parce qu'ils se disent que si les opposants continuent à tenir ce genre de discours, non seulement sur les médias, parce qu'aujourd'hui, il y a même la privation des médias. Moi qui vous parle, je suis privé des médias. Les médias de Kaki sont d'ailleurs garantis dans la Constitution, où on dit que les médias doivent servir non seulement la majorité présidentielle, mais l'opposition. Télé Congo n'a jamais répondu à une invitation venant de notre part. Et quand bien même ils sont venus une ou deux fois, ils n'ont jamais diffusé nos informations. C'est de la Donc, censure. on sorte une rétention de l'information. Mais bien sûr. Or, dans la Constitution, il est bien écrit que la censure est prohibée. Il y a même des médias locaux, des médias que nous, on avait espoir, qui se sont lancés, des médias en ligne. Aujourd'hui, ces médias-là ne répondent plus à nos invitations. Ils ont peur. Il y a certains de ces médias qui ont même encaissé notre argent, mais ils n'ont jamais diffusé l'élément. Mais parce que nous sommes des démocrates, nous ne voulons pas poursuivre ces médias-là devant les tribunaux. Et vous avez les médias locaux, les médias que vous connaissez. Mais dès lors qu'un média avait déjà été suspendu à cause de notre conférence de presse, à ce niveau-là, les autres ont pris peur. Mais c'était un message que le régime, à travers le Conseil supérieur de la liberté de communication, avait envoyé à l'endroit des médias pour dire que vous qui continuez à couvrir les activités du mouvement républicain, sachez que de la même façon qu'on a suspendu Vox, qui est un média qui appartient au pouvoir, à un classique du pouvoir, et vous aussi, on peut bien vous suspendre. Et la preuve en est, j'ai une émission aujourd'hui dans les tiroirs de la télévision privée à Pointe-Noire, MCR TV, une émission tournée qui n'a jamais été diffusée jusqu'à aujourd'hui, et les raisons évoquées, c'est ce que je viens de vous dire.
On m'a dit, Président, la rédaction a dit non, on ne peut pas prendre ce risque-là de diffuser votre élément. Donc, vous voyez sur quoi nous sommes aujourd'hui. Oui, Et donc, mais lorsque Destin Gavet, pardon, Destin Gavet, vous avez cité MCR TV, mais au niveau de Brazzaville, vous n'avez pas cité les noms des médias qui retiennent vos informations. Ce sont lesquels? On peut le savoir? non, non, j'ai pris le cas de MCR TV, c'est tout à fait raisonnable. Vous savez, euh, les médias qui agissent ainsi se reconnaissent. Point n'est besoin. Si j'ai pris le cas de MCR TV parce que j'étais peiné, et quand j'ai discuté avec le journaliste, j'ai senti une tristesse absolue dans son regard, qui était un journaliste qui m'avait déjà reçu une fois, et donc j'ai compris qu'il était vraiment triste par rapport à cette façon de faire. Mais au-delà de ça, M. Christian Florin, ce que je voulais dire, c'est quoi? Vous, aujourd'hui, vous nous recevez, les autres médias en ligne qui sont à la diaspora, Ziana TV, Télé TV, ce sont les médias qui donnent de l'espace aux opposants aujourd'hui. Mais au-delà de ça, ce n'est pas tous les Congolais qui ont la capacité d'avoir un smartphone et une connexion Internet. Déjà que la connexion Internet coûte très cher au Congo. Et donc, tout ce que nous relayons comme information sur vos médias ne peuvent pas atteindre toute la population congolaise ou presque. À ce niveau-là, il y a une catégorie de la population qui doit effectivement être informée par le canal des meetings. Mais comme eux, ils savent que ce n'est pas toute la population congolaise qui a accès à Internet, et donc, si nous organisons des meetings, c'est cette population-là qui a déjà connaissance de ce que nous menons comme combat, va chercher à écouter ce que nous avons comme message à leur endroit. À ce niveau-là, il ne faut pas permettre ça, parce que c'est une façon d'édifier la population. Parce que nous avons dit au début d'année, nous avons mis la conscientisation au cœur de notre projet de société. Et donc, nous voulons aller vers la population pour la conscientiser. Maintenant, quand on nous empêche de le faire, c'est une façon de dire que c'est la peur tout simplement. Le système est tellement fragile aujourd'hui, puisqu'il y a même des courants qui se créent au sein du PCT. Je vous prends l'exemple des jeunes progressistes. C'est pour dire que à un moment donné, les gens sont fatigués de la gabegie, les gens sont fatigués des détournements des fonds, de la corruption, du tribalisme, du népotisme surtout. C'est ce qui mine, ce sont les mots qui minent notre société. Et donc ces jeunes-là qui ont rejoint le Parti congolais du travail pour des raisons du ventre, parce qu'ils se disaient qu'en allant là-bas, ils pourraient peut-être avoir un peu de travail, ils pourraient avoir un peu de quoi souvenir aux besoins, mais ils se rendent compte que lorsqu'ils s'embarquent dans cette aventure, le PCT est quadrillé. Le PCT à l'image de notre pays aujourd'hui est quadrillé. Ce que font les dignitaires aujourd'hui, c'est servir en premier lieu leurs enfants, leurs parents, leurs familles. Et donc, lorsque ces jeunes-là arrivent là-bas, ils constatent qu'ils ont été au chômage, ça fait 10 ans, rien ne bouge, ils sont là les simbasacs des dignitaires du pouvoir, on les utilise seulement pour faire de la propagande sur les réseaux sociaux, on les utilise seulement durant les élections dans notre pays. À ce niveau-là, ces jeunes-là constatent qu'il y a tellement de détournements de fonds, ça crée un sentiment de frustration. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire la différence entre un jeune du PCT et un jeune de l'opposition, parce que les deux vivent dans la précarité, dans la misère. Nous nous croisons tous dans les rues de Brazzaville et nous savons quel est leur niveau de vie. Ils vivent dans une médiocrité absolue. Pourquoi? À ce niveau-là, ils veulent désormais faire entendre leur voix, ils veulent sortir du lot, mais malheureusement pour ces jeunes, étant donné qu'ils sont dans la précarité, dans la misère, il suffit de les appeler, on les fait asseoir, on sort un peu les billets de banque, on les calme, ça leur permet de subvenir un peu à leurs besoins pendant quelques jours, et quand la fin va revenir, ils vont repartir à la chasse. On les a déjà compris. Et c'est le message que nous ne cessons de passer à la vraie jeunesse congolaise consciente. Parce que la jeunesse du PCT, c'est une jeunesse minoritaire. Ils ne représentent rien dans ce pays. Et donc, s'il y a des tensions au sein de cette formation politique, ça témoigne le niveau de gestion de ce parti. Donc, au jour d'aujourd'hui, le PCT, à travers l'État, use donc de tous les moyens nécessaires pour empêcher à ce que les opposants s'expriment, pour empêcher à ce que les opposants passent leur message à la population. C'est tout simplement la peur. Et je suis d'autant plus scandalisé, lorsque j'ai suivi le président de la Fédération de l'opposition, les menaces qui planaient sur lui, lorsque j'ai suivi le docteur Alex, ça veut tout simplement dire que nous sommes dans un pays aujourd'hui, l'heure est grave. Parce que je peux me dire aujourd'hui, en âme et conscience, que le procès, les éléments qui ont été mis à la disposition de la justice concernant le général Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombi Salsa, peuvent être des éléments tout à fait fabriqués. Parce que nous avons suivi quelqu'un qui a dit haut et fort, qui est passé par là,
il nous a décrit un peu comment fonctionne le système. Donc, on fomente des complots, on renie des fausses informations pour incriminer les opposants, pour les arrêter, soit pour les assassiner même, ou bien pour les mettre tout simplement hors d'état de nuire, alors que c'est inacceptable dans une démocratie. Et ici, nous avons des organisations internationales dont le Congo est signataire. Ils devraient voir ces questions-là de très près. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre la démocratie en péril. Parce que ces personnes-là qui subissent des menaces de mort, qui subissent des complots de la part du pouvoir, ils ont des militants, ils ont des sympathisants, ils ont des parents. Donc, à un moment donné, nous risquerons de mettre la paix en péril parce que on ne peut pas accepter tous les jours d'être marginalisé, d'être maltraité, d'être humilié. À un moment donné, lorsque la goutte d'eau va déborder, ça peut créer l'irréparable. Donc voilà pourquoi j'insiste toujours de dire au président Sassou, il est temps de faire comme les autres dirigeants africains qui ont compris qu'on ne peut pas vouloir à tout moment imposer sa volonté, c'est de faire asseoir toute la classe politique, c'est de libérer les opposants politiques, c'est de laisser libre champ aux exilés politiques de regagner le Congo pour qu'on se mette ensemble autour d'un véritable dialogue national inclusif. On ne veut pas utiliser le terme conférence nationale souveraine parce que les gens ont peur de la conférence, mais un dialogue national inclusif où toutes les forces vives de la nation vont se mettre autour d'une table pour effectivement discuter du Congo, parce que le Congo, le président Sassou, il a 80 ans aujourd'hui. Il n'est pas éternel, c'est un humain. Il va partir. C'est sûr, il va partir. Mais quel est l'héritage qu'il va laisser? Ben, évidemment, il va partir, destin gavet. Dans tous les cas, c'est la loi de la vie, hein. On vit après, on s'en va, chacun s'en ira, c'est la chose la plus sûre. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé donc de l'accès aux médias, évidemment, mais il faut aussi rappeler à nos jeunes que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et cela s'impose à tous les niveaux. Je pense que les partis politiques devraient également s'organiser autour, quitte à créer des réseaux dans vos partis, les réseaux de communication, pourquoi pas, pour faciliter la com à votre niveau. Pardon, je vais terminer par là, Destin, de créer des réseaux dans les partis politiques, par exemple, en découpant quelques vidéos de 2, 3 minutes, les lâcher dans vos réseaux. Prenez les numéros de téléphone de tous vos partisans, par exemple, les connecter dans un réseau organisé. Bref, en fait, ça, vous pourrez regarder à votre niveau si c'est faisable. Mais on va avancer parce que le temps qui nous Oui, est le temps. imparti. Il faut rassurez-vous, pourquoi je sais que nous sommes derrière le temps, en 30 secondes, rassurez-vous, c'est ce que nous faisons à longueur des journées. Tous les jeunes qui sont en face de nous, toute personne qui est en face de nous, nous saisissons cette occasion pour la conscientiser, pour dire que il faut que vous compreniez que cette façon de faire ne nous emmènera nulle part. On ne peut pas vous donner du poisson tous les jours, il faut apprendre à pêcher. C'est ce que nous faisons, rassurez-vous. Et les fruits sont en train De mûrir. d'arriver, mais ça ne peut pas arriver à la même vitesse que nous l'expérimentons. Mais au fur et à mesure, les gens sont en train de comprendre. Voilà pourquoi notre combat est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur. Merci. Alors, je disais donc, Destin Gavet, je rappelle que vous êtes président du mouvement républicain. Vous êtes donc de l'opposition congolaise. On va passer à l'actualité congolaise. Il s'est tenu hier à Brazzaville le Conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il en ressort concrètement? Moi, j'ai tiré quelques leçons de ce conseil. Lorsque le procureur de Brazzaville, le procureur général de Brazzaville, est radié pour des cas de tricherie, de vol, de corruption, tout ce que vous connaissez. Ça veut dire qu'il faut remettre en cause toute la justice congolaise. Voilà pourquoi je pense que les procès de Vous avez dit Luboko, le procureur de la République radié pour les cas de fraude, de corruption. Il s'agit de le qui procureur là? général, pas le procureur de la République, le procureur général près voilà, du tribunal de grande instance de Brazzaville, Monsieur Onyangejo. Donc, aujourd'hui, il y a 9 magistrats qui ont été radiés pour des cas de corruption et autres. Et le président Denis Sassou Nguesso est rentré toujours dans sa logique habituelle pour raconter les faits, comment les magistrats agissent, pourquoi ils agissent. Il faut commencer avec la sanction. Mais on ne peut pas commencer avec la sanction 40 ans après. Donc, vous voyez ici que le président est en train de se moquer tout simplement de la population congolaise. Parce que lorsque le président de la République dit
Là, je cite ce qu'il a dit hier. Le ver est dans le fruit, il faut détruire ce ver. Mais le ver aujourd'hui, c'est qui? Et lorsqu'il dit ça, il dit que le ver n'est pas seulement dans l'administration judiciaire, mais le ver se trouve dans tous les secteurs de la vie publique, dans tous les ministères. Donc le président est conscient qu'il y a le ver partout, dont le gouvernement est les verts, mais qui nomme les ministres, qui met fin aux fonctions des ministres. C'est bien le président de la République. Moi, je dis à Pointe-Noire lors d'une interview que le véritable responsable de la corruption au Congo, c'est le président Sassou. Les gens ne m'ont pas bien compris. Mais aujourd'hui, les gens commencent à me donner raison. Parce que c'est lui aujourd'hui qui est l'architecte de ce système. C'est lui qui encourage l'impunité. C'est lui qui encourage la gabegie financière, la corruption, les détournements des fonds. Parce que je ne peux pas comprendre dans un pays où les organisations étrangères, des journalistes indépendants qui font des heures et des heures de recherche et ils mettent la main sur des citoyens congolais, 6 citoyens congolais qui détiennent des sommes astronomiques dans les paradis fiscaux. Ces citoyens sont connus des Congolais. Ces citoyens sont connus du président de la République. Mais certains occupent les postes d'ambassadeurs dans des pays comme la France. Voilà pourquoi à un moment donné, nous disons que la France est complice de ces choses-là. Parce qu'un pays aussi peut refuser un ambassadeur corrompu sur son territoire. Nous avons certains de ces citoyens qui sont ministres aujourd'hui, sinon la plupart. Mais ils détiennent des milliers, des milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Le président est conscient de ça. Il le sait. Mais il continue à avoir ces personnes-là autour de sa table lors des conseils des ministres. Que voulez-vous que nous puissions dire à l'endroit du président Sassou? Nous sommes dans une conclusion où nous disons que le président Sassou favorise la gabegie financière, l'impunité, la corruption, les détournements de fonds, tout ce que nous avons dans notre pays aujourd'hui. Donc lorsqu'il dit le ver est dans le fruit, il faut détruire le ver. Mais qui va détruire le ver? Qui est ce ver? Et il dit bien que ce ver est dans tout le gouvernement. Donc nous pensons que le Conseil Donc en un supérieur de la mot, liberté... si je veux prendre une image, permettez d'Estaing avec, finalement, le Congo est mais vraiment en danger. C'est ce que Denis Sassou Nguesso a voulu dire, c'est simplement ça. Il est Oui, conscient que désormais, le Congo est au bord du gouffre, puisque plus rien ne marche et que le ver qui est dans le fruit, ce n'est pas seulement au niveau de la justice, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est dans tous les secteurs. Donc les métastases ont gagné tous les organes. Et pour terminer sur cette question du Conseil supérieur de la magistrature, Henri Bouka a été reconnu comme premier président de la Cour suprême de justice. Il est parallèlement président de la Commission nationale électorale indépendante. Nous pensons que Bouka devrait quitter ses fonctions à la CNI pour se concentrer au niveau de la justice. Parce que nous comprenons dans ce pays, c'est une façon aujourd'hui d'empêcher à ce que la vraie gouvernance électorale arrive. Et lorsque vous parlez encore du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur Christian Perrin, le président de la République est en même temps président de ce conseil. Le ministre de la Justice est vice-président de ce conseil. Donc, la carrière des magistrats est entre les mains du président de la République. Mais où est la séparation des pouvoirs? Où est la séparation de pouvoirs? Ça veut dire que le ministre de la Justice, qui est vice-président de ce conseil, qui est à l'exécutif, peut être épinglé dans une situation de corruption, mais aucun magistrat n'aura le courage de l'interpeller parce que hiérarchiquement, il est le chef de tous les magistrats. Donc, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Et dans aucun pays au monde, s'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il ne peut jamais y avoir une bonne justice. Parce que la justice sera toujours aux ordres de l'exécutif. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et hier, le président de la République l'a dit haut et fort. Il a dit devant les Congolais, c'était un aveu d'échec. Si nous étions dans un pays sérieux, le ministre de la Justice devait partir. Parce qu'on constate que lorsque les magistrats sont radiés, la responsabilité incombe à ce ministre-là, puisqu'il est leur chef hiérarchique. Mais aujourd'hui, on ne parle pas seulement du ministre de la Justice. Il faut que le gouvernement Anatole Koné Makosso
débat. Parce que ce gouvernement ne travaille pas pour l'intérêt de la population congolaise. Et nous le Oui, disons haut et fort. monsieur Destin-Gavet, est-ce que le vrai problème est au niveau, pardon, je vais terminer la question. Laissez-moi une minute Est-ce pour que le vrai terminer. problème, permettez que je termine la Laissez-moi une question, minute. pardon, je vous en prie. Est-ce que Laissez-moi une minute pour terminer. le vrai problème, Je pardon, veux dire. Destin, vous allez Non, continuer, vous laissez-moi. avez tout le temps. On va vous Non, donner mais je tout veux le temps pour terminer là. continuer, mais Sinon, je veux perdre les permettez-moi, idées, s'il vous plaît. j'insère une petite question, juste une Sinon, je veux petite perdre question. les idées. Ce que je Je voudrais vous dire, en c'est prie. quoi pour terminer? Excusez-moi. Oui, Si le président Sassou ne veut pas prendre ses responsabilités, au-delà du gouvernement que nous allons exiger la démission, ça sera la démission du président Sassou que nous allons exiger. C'est ce que je voulais dire. voilà, mais donc voilà, ma question c'était dans ce sens-là pour vous dire, en fait, pour vous poser la question de savoir que de s'en prendre ou de demander la démission du gouvernement, parce que finalement au Congo, qu'est-ce qu'on a constaté? Depuis que Denis Sassou Nguesso est là, ça fait pratiquement 40 ans, on a tendance à nous faire comprendre ou à nous faire croire que ce sont les ministres, les directeurs généraux, les directeurs centraux, l'entourage du président qui fait mal. Jamais Denis Sassou Nguesso lui-même, lui n'a jamais fait quelque chose de mal, il n'a jamais échoué. On a débauché, vous savez combien de gouvernements sont passés sous Denis Sassou Nguesso? Tous ces gouvernements, imaginons qu'ils ont mal travaillé. Mais il faut qu'à un moment donné qu'on s'intéresse au sommet de la Mais, pyramide pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Mais monsieur, finalement, on a l'impression qu'à ce niveau-là, les opposants, généralement, quand ils arrivent à ce niveau, ben, ça tourne autour un peu du pot. non, Alors que c'est Denis Sassou Nguesso qu'il faut. Parce que c'est un système, qu'on le veuille ou non, non, centralisé. Toutes les décisions partent de Denis Sassou Nguesso. On ne nous dira pas le contraire. non, mais monsieur Christian Perrin, il ne faut pas qu'il y ait de Oui, l'amalgame. Il ne faut pas qu'il y ait de l'amalgame. Et je je suis vous en déçu. prie. Non, je suis déçu. Je suis sur votre plateau de télévision. Vous me connaissez assez. Et vous savez que lorsqu'il s'agit d'aborder des questions qui concernent le président Denis Sassou Nguesso, je ne marche pas mes mots. Je le dis haut et fort. D'ailleurs, j'ai dit que s'il n'arrivait pas à mettre de l'ordre dans sa baraque, nous allons exiger sa démission. Je l'ai dit parce que je le pense. Et beaucoup de Congolais le pensent. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, il ne faut pas qu'il y ait de l'amalgame. Le président Sassou est certes le président de la République, mais il n'est pas le patron de l'exécutif. Il faut qu'on fasse cette différence-là. À l'époque, il n'y avait pas de Premier ministre. Le président était en même temps chef du gouvernement. Mais aujourd'hui, le président n'est pas le chef du gouvernement. Il n'est pas le patron de l'exécutif. Là où nous lui demandons, là où nous l'accusons, là où nous lui faisons des reproches, c'est dans le choix des hommes. Parce que c'est lui qui choisit ses ministres. Mais il n'est pas le patron de la politique gouvernementale aujourd'hui. Il y a un Premier ministre qui est responsable de la politique du gouvernement. Et s'il y a l'échec du gouvernement, l'échec revient au Premier ministre. Le chef ne revient pas automatiquement bien directement au président de la République. Sinon, là, on sera dans l'amalgame. Puisque ce n'est pas lui le chef du gouvernement. Il n'est pas le chef de l'exécutif. Il donne les grandes orientations, oui, mais il y a un Premier ministre qui est censé conduire la politique du gouvernement. Maintenant, si ce Premier ministre a échoué, on ne va pas demander à ce que son gouvernement démissionne et en même temps le président démissionne. C'est le président qui doit nommer un nouveau gouvernement. Mais ici, nous parlons dans le cas extrême. Parce qu'il faut le dire, le président Sassou, qu'on le veuille ou non, a été élu pour un mandat. Son mandat, c'est jusqu'en 2026. Et donc, au jour d'aujourd'hui, la seule façon de lui faire partir, si nous suivons la voie démocratique, c'est en 2026, s'il se représente, bien évidemment, s'il a le courage de se présenter, malgré la catastrophe de sa gestion. Donc, au jour d'aujourd'hui, si nous exigeons la démission du Premier ministre et son gouvernement, c'est parce que dans tous les secteurs, d'ailleurs, le président l'a dit, nous prenons tout simplement ce qu'a dit le président et nous le mettons devant les faits accomplis. Il a dit que tous les secteurs, tout le gouvernement, il y a le verre à l'intérieur, il faut détruire le verre, mais pour détruire le verre, il faut mettre fin à ce gouvernement et mettre en place un véritable gouvernement qui peut travailler pour l'intérêt des Congolais. C'est ce que nous voulons dire. Maintenant, si le président continue à être celui-là qui encourage que le verre continue à détruire le fruit, ça veut dire que c'est le Congo qui est détruit. Est-ce que les Congolais accepteront que leur pays soit détruit par la volonté des individus? Non. Voilà pourquoi nous avons utilisé l'autre face de notre volonté à voir les choses bien se faire dans notre pays, où nous avons dit, au cas où le président Sassou ne veut pas prendre ses responsabilités en mettant son gouvernement dehors, en changeant les choses, à ce niveau-là, nous allons demander sa démission lui. Mais c'est une procédure classique. Dans un pays démocratique, on peut demander la démission d'un Je n'en président. disconviens pas, c'est une procédure démocratique, mais on nous dit aussi, une citation, allais-je dire,
C'est un peu, j'allais dire, la naïveté, c'est de vouloir faire les mêmes choses tous les temps et s'attendre à un résultat contraire. Je vous ai dit que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir Que depuis voulez-vous dire 40 par ans. là? 40 ans, c'est largement suffisant pour avoir Que changé quand même voulez-vous des dire par là? gouvernements. Pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas désormais se focaliser, par exemple, sur Denis Sassou Nguesso, quitte à lui demander de partir, pourquoi pas? De prendre la retraite, c'est faisable, non? Parce que Mais sinon, nous prenons on va continuer à changer les une gouvernements, solution pour on aura rien. les mêmes résultats et à Oui, la mais nous fin, ça tournons sera autour quoi? du pot là. Nous tournons autour du pot. Je vous ai dit ceci. Non, Le c'était président une Sall a été précision. élu jusqu'en 2026. Oui, Il a été élu jusqu'en 2026. Ça, c'est la voie démocratique. Demander sa démission est une voie démocratique également parce que les populations doivent s'exprimer. La liberté d'expression, c'est ça. Dire ce que vous pensez. Mais moi, non, je n'en disconviens pas. Mais une je ne question veux me pas, vient à l'esprit, Monsieur Destin-Gavet. oui, Que je ne veux pas pensez-vous du système sembler. politique congolais? Pardon, c'est une question, hein, juste une question, et puis elle est facultative, vous pouvez répondre ou non. Que pensez-vous du système politique congolais? C'est une démocratie ou une dictature? Nous sommes en face d'un régime autoritaire Oui, qui se cache derrière des réalités démocratiques. C'est ça le problème. merci. Et donc, on peut continuer avec le second, le dernier volet, bien sûr, sur l'actualité congolaise. Il s'agit, bien entendu, des auditions qui ont eu lieu hier également au niveau de l'Assemblée nationale à la commission économique. Et là-bas, je crois que était au centre, bien entendu, de ces auditions, l'affaire Figa. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion Bon, aujourd'hui? déjà, il faut dire que c'est de l'amalgame, c'est de l'anarchie, c'est du ridicule à la limite, le spectacle que nous avons vécu hier. Vous avez dans cette commission-là un ancien directeur de cabinet de cette dame-là, Lydia Mikolo, qui est accusée par tous les Congolais d'avoir détourné l'argent du FIDA. Et nous avons vu durant cette audition, même les députés qui ne sont pas membres de cette commission, ils ont envahi la salle comme si c'était, je ne sais pas, il y avait un éléphant qu'on avait tué et que chacun avait besoin de venir prendre sa part. Mais c'est du n'importe quoi ça. Il faut que les gens arrivent à être un peu sérieux dans ce pays. Il faut qu'on laisse un peu des considérations ethniques, tribales, pour regarder les questions dans le fond. Moi, j'étais très déçu. Pourquoi déçu? Mais cette commission-là est composée à 90% des députés du PCT. Madame Lydia Nicolo, elle est qui? Elle est membre Elle du est bureau membre du politique. bureau politique. Mais voilà. Donc, nous constatons que c'est du n'importe quoi. On veut distraire les Congolais. On veut distraire, on veut détourner l'attention des Congolais alors que les faits sont extrêmement graves. Lorsque le président de cette commission-là, M. Mavungu, dit à la fin que nous allons regarder, après nous pourrions saisir la Cour des comptes et puis nous allons voir si on peut ouvrir une enquête judiciaire, mais c'est du n'importe quoi ça. Est-ce que nous sommes encore à ce stade-là aujourd'hui là? Les faits sont là. Il faut désormais que la justice s'auto-saisisse en ouvrant une information judiciaire. On n'a plus besoin de perdre du temps avec la Cour des comptes, etc. Il y a un audit qui a été déjà fait. On n'a plus besoin de beaucoup réfléchir. Les choses sont là, les choses sont claires. Le DG et Madame la ministre devraient se retrouver à la maison d'arrêt de Brazzaville et puis voilà, aller rejoindre les autres criminels économiques comme Christian Okemba. Voilà la question aujourd'hui. On n'a plus besoin aujourd'hui de nous distraire avec des commissions qui sont composées des députés qui sont au PCT et qui ne peuvent rien dire devant Mme Nicolo. Parce que Mme Lydia Nicolo, c'est le chef hiérarchique de ces députés-là. Parce que la plupart de ces députés sont les membres du comité central du PCT. Et qu'est-ce que vous allez dire devant un membre du bureau politique? Nous connaissons comment fonctionne le pays. Nous connaissons l'influence qu'a le PCT à travers toutes les institutions de la République. Donc ça, c'est de l'amusement. Il veut l'amuser de la galerie. C'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, on n'a plus besoin des enquêtes, des commissions, etc. Aujourd'hui, on a besoin de passer à l'action. Cette dame a détourné les fonds, les preuves circulent partout, le président est conscient de ça, elle doit quitter le gouvernement et faire face à la justice. C'est la solution la plus simple. Le président crie, il a crié que la justice était pourrie. Il a dit que la justice avait en son sein des vers qu'il faut détruire dans le fruit. Mais c'est maintenant le temps de montrer aux Congolais qu'effectivement, il est dans la volonté qu'il a toujours déclaré haut et fort de la lutte contre les antivaleurs, les détournements des fonds et autres. Il faut que le président de la République, à un moment donné, arrive à dire à faire ce qu'il dit. Parce qu'à un moment donné, on est fatigué de ces discours qui datent des années et des années, mais rien ne change. Ce sont les mêmes discours pour venir distraire les Congolais, alors qu'il connaît là où se trouve le mal profond du Congo. Voilà pourquoi on se dit, agir comme ça, c'est comme si le président de la République
se mettait dans la position d'un complice vis-à-vis des crimes économiques. Parce que lui, en tant que chef de l'État, lorsque ça ne va pas, il doit damer le poing sur la table, il doit prendre ses responsabilités et limoger ceux qui ne travaillent pas pour l'intérêt de la République, puisque lui-même, il prône la lutte contre les antivaleurs. Donc, la commission économie, finances et autres, c'était de la distraction. C'était, voilà, c'était une réunion inutile à mon sens, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'étape des auditions. Nous sommes à l'étape des faits. Cette dame a volé. Son DG, qui a d'ailleurs déjà été suspendu, a volé. Il est temps de les mettre à la disposition de la justice. Et comme cette dame est ministre, il faut qu'elle quitte le gouvernement. Et lorsqu'elle va quitter le gouvernement, ça donnera à la justice l'opportunité de mettre la main sur elle pour qu'elle reprenne de ses actes. Parce que ce sont des actes assez criards. Et aujourd'hui, nous avons appris qu'elle avait adressé une lettre au Premier ministre, André Koné Makosso, pour dire au Premier ministre de ne pas limoger le DG sortant, le DG suspendu. Donc, elle s'est sentie automatiquement complice et coupable, et elle savait que si ce DG-là est suspendu, le DG, connaissant son tempérament, devrait mettre le tout sur la place publique, et c'est ce qui fut fait. Donc, au jour d'aujourd'hui, le Premier ministre sait que cette dame n'est pas innocente dans les faits qui sont reprochés à ce niveau-là, puisque les gens sont en train de tergiverser. La seule personne qui peut mettre fin à cette distraction, c'est le président Sassou, qui prône la lutte contre les antivaleurs. Il est là devant un fait accompli. Il est là devant une occasion en or de démontrer réellement à la population congolaise qu'il est vraiment en phase avec la lutte contre les antivaleurs et que cette dame Alors, doit quitter. est-ce qu'on peut penser que finalement, cette affaire fera désormais jurisprudence? Il y a 6 Congolais qui ont été cités dans les paradis fiscaux, qui détiennent des milliards et des milliards de francs. Et j'ai suivi lors de votre dernière émission le président de la Fédération de l'opposition qui a détaillé un peu comment le citoyen Denis Christès Sassou Nguesso pouvait appartenir à une telle somme alors qu'il n'avait que 48 ans, alors qu'il a commencé à travailler il n'y a pas longtemps. Comment il a fait? On a essayé un peu de calculer ses revenus qu'il a déclarés. Ça sent du pourri là. Donc à un moment donné, ce n'est pas seulement Lydia Mikolo aujourd'hui, mais oui, là les faits sont là, mais les affaires de Panama Papers aussi, les faits étaient là. On les a cités. Ce n'est pas les journalistes congolais, ce n'est pas Christian Perrin qui a cité, mais ce sont des journalistes à travers le monde qui ont cité, qui ont fait des enquêtes, qui ont blanchi des nuits pour trouver ces preuves. Mais ces citoyens-là sont où aujourd'hui? Ils sont dans le gouvernement. Donc, à un moment donné, je vous ai dit, lorsque je vous ai dit tout à l'heure que le gouvernement congolais devrait démissionner, je ne fais pas seulement allusion à Mme Nicolo, mais je fais allusion à tous ces criminels économiques qui ont plongé ce pays dans le chaos, qui devraient répondre de leur vol devant la justice, puisque le président a dit que la justice doit désormais faire son travail. Donc là, ça nous donne l'occasion en or que la justice puisse se saisir de ces gros poissons. Pourquoi on les casse, ces gros poissons? Ceux qui ont pillé la République. Ils sont connus des Congolais. Donc aujourd'hui, le cas Mikolo, effectivement, si ça va jusqu'au bout, ça sera une jurisprudence et nous allons traquer tous les criminels économiques parce que ce sont eux qui ont mis ce pays à terre. Voilà, on va terminer donc avec la RDC. Vous le savez très bien que Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba sont de retour aux affaires à Kinshasa à la suite d'un remaniement ministériel annoncé jeudi dernier. Ainsi, Jean-Pierre Bemba occupe désormais le poste de ministre de la Défense et celui du vice-premier ministre. Vital Kamerhe, lui, s'offre désormais l'économie. Il partage également le poste de vice-premier ministre. Alors, quelle analyse portez-vous de ces deux retours aux affaires à Kinshasa à 9 mois, bien entendu, de la prochaine élection présidentielle en RDC? Bon, M. Christian Perrin, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que Jean-Pierre Bemba a fait 10 ans à la Haye, à la Cour pénale internationale. Il a été acquitté en appel. Nous avons aussi vu Vital Kamerhe, qui a été condamné à plusieurs années de prison. Il a aussi été acquitté en appel. Je fais le parallèle pour dire que Jean-Marie Michel Mokoko, André Okonou Salsa, peuvent aussi être acquittés en appel. C'est ça d'abord la première leçon à tirer. Et dire qu'on peut quitter de la prison et on peut bien servir son pays. Ces deux cas-là démontrent que le président Félix Tshisekedi a compris que l'intérêt supérieur de la nation vaut mieux que des petites querelles de cuisine.
Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, je pense que lorsque un pays, parce que si Mbemba a accepté, c'est parce qu'il voit, entre autres, la situation dans l'Est du pays, et on lui a confié le portefeuille de la défense, ça veut tout dire pour lui qui était un ancien rebelle. Donc, moi, je veux dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que pour l'intérêt supérieur de la nation, toutes les forces vives de la nation peuvent jouer un rôle pour rétablir les choses. Et ici, je lance encore un appel solennel au président Sassou, que le général Jean-Marie Michel Mokoko a 76 ans aujourd'hui. Et c'est son frère. Il lui a toujours traité comme un frère. Il lui a toujours considéré comme un frère par rapport au parcours qu'ils ont eu ensemble. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le président Sassou ne peut pas aller au-dessus de la mêlée pour relaxer les autres, qui peuvent aussi demain occuper les hautes fonctions à l'image de Kamere et Bemba qui ont fait la prison, mais aujourd'hui, qui sont en train d'occuper les hautes fonctions étatiques. Donc, pour la paix, pour la cohésion nationale, pour la cohésion sociale, je réitère encore mon vœu de voir tous les prisonniers politiques recouvrir leur liberté, de voir tous les exilés politiques regagner leur pays, pour qu'ensemble on puisse s'asseoir pour discuter des problèmes qui peuvent faire avancer notre nation. Parce que le pays, je l'ai dit dans tous les secteurs, le pays est à terre, le pays est au rouge. Nous sommes en zone de turbulence. Et à un moment donné, il faut se surpasser. À un moment donné, il faut aller au-delà des considérations personnelles pour voir l'intérêt supérieur de la nation. Ça permettra à ce que le pays redécolle. Parce que le Congo, sur le plan international aujourd'hui, ne représente absolument rien, M. Christian Pura. Le Congo ne représente rien. Et sur le plan local, le pays est à terre. Le pays est à terre. Ça, c'est le service minimum. Et le président Sassou est conscient de ça. Et il peut mettre fin à ça en étant au-dessus de la mêlée, en se comportant comme ses homologues présidents de la Côte d'Ivoire, par exemple. Laurent Gbagbo est rentré aujourd'hui. Ils ont été opposés hier avec Ouattara, mais il est rentré, il est chez lui, il fait de la politique. Ça peut aussi être une façon de réconcilier les Congolais, parce qu'il y a des déchirements, je vous dis. Il y a des déchirements. Il suffit de voir cette affaire du FIGA pour constater le niveau à laquelle le peuple congolais est arrivé aujourd'hui. Le tribalisme est ancré dans notre société. Mais pour que ces choses-là puissent cesser, il faut que les acteurs politiques puissent se mettre autour de la table. Il faut qu'il y ait un dialogue national. Il faut qu'il y ait une cérémonie de cohésion nationale. À ce niveau-là, le pays peut décoller et nous pouvons espérer des jours meilleurs. Mais dans l'état actuel des choses, je vous assure que les jours à venir seront très sombres. Je rappelle que vous avez dit tout à l'heure, à l'extérieur, le Congo ne représente plus rien. À l'intérieur, le pays est à terre. Évidemment, il faut probablement se retrouver autour d'une table, comme ça se passe en bon africain, pour tenter de trouver les solutions à tous les problèmes qui minent le Congo. En tout cas, merci d'avoir été encore avec nous sur Télar TV, Monsieur Destin Gavet. Je rappelle que vous êtes président du mouvement républicain. Ça va de vous remercier, M. Christian Perrin. Je remercie toute l'équipe technique de Télar TV pour tout le travail abattu. Ce n'est pas facile. Vous le faites parce que vous avez l'amour de votre pays. Et un coup de chapeau pour ce travail difficile, malgré les grands sacrifices, parce que nous le savons tous, c'est des chaînes qui sont dans le bénévolat, il faut le dire, et voir que vous consacrez de votre temps à vous soucier de la vie nationale, ça nous rend heureux et nous vous souhaitons encore beaucoup de courage, bon vent, continuez dans cette lancée et rassurez-vous que ce que vous faites ne passe pas inaperçu, c'est connu des Congolais et le jour viendra où notre pays sera restauré, où la liberté va régner, où la démocratie va prendre corps, où le développement intégral connaîtra son apogée et la République vous sera toujours redevable. Je vous remercie. Le Congo-Brazzaville en sort donc vainqueur. Je disais donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la fin de cette émission, mais je n'ai pas oublié de vous rappeler, il faut cliquer sur le petit pouce levé en bas de la vidéo, partager aussi nos vidéos pour évidemment atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. En plus, je voulais aussi informer nos téléspectateurs que vous pouvez toutefois télécharger nos émissions, pourquoi pas, pour évidemment les partager sur vos plateformes, sur vos profils, donc sur vos pages, pourquoi pas. Nos émissions sont libres de droit.
On se retrouve très prochainement. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez à vous abonner pour être prévenus de toutes nos prochaines productions. Merci.